La lumière rouge de la 5e avenue semblait durer une éternité. Les klaxons résonnaient dans l'air lourd de Manhattan, mélange de stress, de vitesse et de foule pressée. À l'intérieur de sa Mercedes noire, Robert Anderson, 45 ans, battait nerveusement des doigts contre le volant. Homme d'affaires respecté, multimillionnaire reconnu, il avait pourtant le regard vide, perdu dans un tourbillon de pensées sombres. 4 jours sans nouvelles de Sophie, sa fille unique, disparue comme une ombre au détour d'un soir. Jamais la ville ne lui avait paru aussi hostile. Mais soudain quelque chose figea son sang. Un garçon noir, âgé d'à peine 12 ans, zigzaga entre les voitures, proposant des bonbons aux conducteurs impatients. Scène banale, habituelle dans les artères bondées de New York. Et pourtant, Robert sentit sa poitrine se contracter. Autour du cou magre de l'enfant pendait un collier qu'il connaissait trop bien. Un pendentif papillon en argent incrusté de minuscules diamants. Le bijou qu'il avait fait réaliser sur mesure pour Sophie à Noël. Celui qu'elle portait encore le soir de sa disparition. Sans réfléchir, Robert ouvrit la portière de sa voiture en grand. « Hé, attends !» cria-t-il d'une voix étranglée. Le gamin, Marcus, bien que Robert ignorait encore son nom, sursauta et s'enfuit aussitôt. Il n'était pas fou. L'expérience de la rue lui avait appris qu'un homme blanc, riche, appelant un enfant comme lui, n'augurait jamais rien de bon. « S'il te plaît, ce collier, je veux juste te parler. » Les klaxons redoublaient derrière Robert, qui s'élança, traversant les files de voitures sans se soucier du danger. Son cœur battait à tout rompre. Ce bijou, c'était la seule piste depuis 4 jours d'enfer. Marcus s'arrêta net sur le trottoir, haletant. Ses yeux bruns, durs et lucides, détaillèrent Robert avec méfiance. « J'ai rien volé, monsieur, je vous jure devant Dieu. » Robert leva les mains, la voix tremblante. « Je sais que tu n'as rien volé, mais ce collier, il appartenait à ma fille. Elle a disparu. » Un silence pesant s'installa. Les bruits de la ville semblaient lointains. Quelque chose dans le ton de cet homme ne ressemblait pas aux cris d'accusation auxquels Marcus était habitué. Ce n'était pas colère ni menace, c'était de la pure détresse. Alors le garçon murmura « J'ai trouvé une fille. Elle se cachait dans un bâtiment abandonné dans le Bronx. Elle était blessée. J'ai cru qu'elle allait mourir. C'est elle qui m'a donné ça en me disant de retrouver son père. » Le monde de Robert bascula. « Où est-elle ?»« Je me suis occupé d'elle 3 jours, » répondit Marcus, hésitant. « Elle est vivante, mais elle m'a dit des choses graves. Je crois que c'était pas un simple enlèvement. » Robert sentit un frisson glacé remonter le long de son dos. 4 jours d'enfer, de prières, de supplications auprès de la police, de détectives privés engagés, de récompenses promises. Et voilà que la vérité surgissait, apportée par un enfant que personne ne regardait jamais. « Emmène-moi à elle !» supplia-t-il en sortant ses clés de voiture. Marcus secoua la tête. « Pas avec ça. Ta caisse, c'est trop voyant. On prendra le métro. Mais avant d'y aller, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Il jeta un regard autour de lui, inquiet, avant de planter ses yeux dans ceux de Robert. « J'ai vu celui qu'il a laissé là-bas, et si j'ai bien entendu ce qu'il disait au téléphone, tu vas pas aimer. » Robert s'immobilisa. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Marcus inspira profondément. « C'était quelqu'un qu'elle connaissait. Quelqu'un en qui toi tu avais confiance. Et tout ça, c'était pas juste pour elle. C'était aussi pour te détruire toi. » Si cette révélation vous glace le sang, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Derrière les apparences. La suite de cette histoire va vous montrer jusqu'où peut aller la trahison quand elle vient de ceux qu'on croyait les plus proches. Le vacarme de la station de métro semblait assourdissant. Robert, costume froissé, cravate desserrée, suivait Marcus, qui se faufilait avec une aisance née de l'habitude. Le contraste était saisissant. D'un côté, un homme dont la fortune se comptait en millions, habitué aux salons feutrés et aux berlines de luxe. De l'autre, un enfant qui connaissait chaque recoin sale de New York comme s'il en avait été l'architecte. Durant les 40 minutes de trajet, bercé par le roulis grinçant du train, Robert écouta le récit de Marcus. Chaque détail lui broyait l'estomac. Sophie, sa petite Sophie de 9 ans, se cachait depuis 3 jours dans le sous-sol d'un immeuble abandonné, presque sans eau ni nourriture, avec des marques rouges aux poignets comme si on l'avait attachée. Mais ce qui le transperça davantage, ce furent ces murmures que Marcus rapporta. « Elle répétait un nom, » dit doucement le garçon, baissant la voix comme si prononcer ces mots pouvait attirer le danger.
Oncle David. Chaque fois qu'elle disait ça, elle se mettait à pleurer. Robert sentit son corps se raidir. David Mitchell, 20 ans d'amitié, son meilleur ami, le parrain de Sophie, l'associé qui avait toujours été à ses côtés, l'homme qui 1 an plus tôt avait posé sa main réconfortante sur son épaule lors de la mort de sa femme. « Non », souffla Rambert, la gorge sèche, « ce n'est pas possible. » Mais plus Marcus parlait, plus tout prenait un sens sinistre. David, qui avait insisté récemment pour engager plus de sécurité, prétendant sentir une menace. David qui avait été le premier à consoler, à conseiller, à prendre en charge certaines responsabilités de l'entreprise pendant la disparition. David qui avait dit de ne pas impliquer la police trop vite. Le puzzle se mettait en place. Et ce qu'il dessinait donnait la nausée. Le métro s'arrêta brusquement dans un grincement métallique. « On descend ici !» dit Marcus, déjà debout. Ils marchèrent quelques minutes dans un quartier gris, couvert de graffitis, où les murs suintaient l'abandon. Marcus s'arrêta devant un vieil immeuble de briques rouges. « C'est là. Elle est au sous-sol. Je lui ai apporté de l'eau et des biscuits, mais elle mange presque pas. » Robert sentit ses jambes faiblir. Chaque pas dans l'escalier sombre lui paraissait une éternité. L'air était humide, chargé d'odeurs de poussière et de moisissure. Et soudain, il la vit. Sophie. Sa petite fille, recroquevillée sur un vieux matelas, un ourson peluche inconnu serré dans ses bras. « Papa !» Sa voix était un souffle éraillé. Quand elle releva la tête, Robert vit des cernes noires sous ses yeux, et surtout ce regard. Un regard qu'aucun enfant ne devrait jamais porter, celui d'une âme marquée à jamais par la peur. Il s'élança, mais se força à la douceur. Il l'enveloppa dans ses bras comme si elle était faite de verre. « Je suis là, mon trésor. C'est fini. Tu es en sécurité maintenant. » Mais Sophie tremblait encore, et sa bouche s'approcha de l'oreille de son père. « Papa, oncle David a dit que c'était un jeu, que tu savais. » Mais après, il s'est mis en colère, très en colère. Il parlait de contrats, d'argent, et il a dit que si je parlais, il t'arriverait quelque chose. Robert sentit son corps se raidir. Sa fille, menacée. Sa confiance, trahie. Et derrière tout cela, son ami de toujours. Marcus, resté à distance, intervint à voix basse. « Monsieur, elle m'a dit aussi qu'il parlait d'affaires, de transfert d'argent. Il voulait que tu sois trop occupé à chercher Sophie pour voir ce qu'il faisait à ta société. » Robert resserra son étreinte autour de sa fille. Ses pensées s'entrechoquaient. David, l'ami, le frère de cœur, l'homme qu'il croyait incapable du moindre mal. Et pourtant, il voyait désormais le piège dans lequel il était tombé. Son regard se tourna vers Marcus. Ce gamin, rejeté par la société, avait sauvé ce qu'il avait de plus précieux, ce qu'aucun détective privé, aucun policier n'avait réussi à faire. Une certitude naquit dans ses entrailles. « Marcus, dit-il dans un ton calme, mais ferme, aide-moi. Aide-moi à le faire tomber. » Le garçon hocha de la tête sans hésiter. « Je suis avec vous, monsieur, jusqu'au bout. Et si vous pensez que le pire est déjà derrière eux, détrompez-vous. Ce n'était que le début. Abonnez-vous à Derrière les apparences pour suivre la suite de cette histoire, où la vérité va révéler des complots bien plus vastes que ce qu'un père désespéré pouvait imaginer. » Le lendemain, Robert avait pris une décision radicale. Il n'était plus le riche homme d'affaires protégé par des murs de verre et des gardes du corps. Il n'était plus ce père suppliant la police d'agir. Non. Désormais, il entrait dans un rôle qu'il n'avait jamais imaginé endosser, celui d'un homme prêt à tout pour la vérité. Sophie avait été transportée discrètement dans une clinique privée, sous un faux nom. Là, entourée de médecins et d'une psychologue, elle pouvait enfin dormir sans craindre que l'ombre d'oncle David surgisse à nouveau. Robert l'avait embrassée sur le front avant de partir, la gorge serrée par ce serment muet qu'il se répétait sans cesse. Plus jamais. Pendant ce temps, Marcus l'avait conduit dans son propre univers, les rues du Bronx. Robert avait loué un modeste appartement à 3 pâtés de maison de là où Marcus survivait chaque nuit. Exit les détectives privés aux honoraires exorbitants. Exit les hôtels de luxe. Ce qu'il lui fallait maintenant, c'était la vérité brute, celle que seule la rue pouvait offrir. « Monsieur Robert, expliqua Marcus, on doit jouer malin.
Les hommes de David croient que je suis invisible. Ils parlent devant moi comme si j'étais un fantôme. C'est notre avantage. » Et l'enfant avait raison. En l'espace de quelques jours, Marcus lui rapportait des détails troublants. Il avait surpris des conversations dans lesquelles le nom de David revenait sans cesse, mêlé à celui d'un homme politique local, un certain Harrison, connu pour ses discours pompeux sur la famille et les valeurs traditionnelles. « Je les ai vus ensemble hier matin, » dit Marcus, en revenant d'une de ses filatures improvisées. « Et pas que, il y avait un autre type, en costume, mais je l'ai reconnu, c'est un flic. » Robert sentit son cœur s'alourdir. Ce n'était donc pas seulement David, c'était une toile de corruption qui s'étendait jusqu'à la police et aux sphères politiques. Le soir même, alors qu'il réfléchissait à voix haute devant une pile de documents que David avait laissés derrière lui, une voix féminine se fit entendre. « Si ce que vous me dites est vrai, on n'est plus face à une simple trahison, on est face à un complot criminel. » C'était Elena Rodriguez, 38 ans, avocate spécialisée dans les crimes financiers, travaillant bénévolement dans une clinique juridique locale. Elle avait grandi dans ce quartier, connaissait la misère, la corruption, et nourrissait une haine viscérale pour les puissants qui manipulaient le système à leur profit. Robert lui confia tout: la disparition de Sophie, l'implication présumée de David, les bribes de conversation entendues par Marcus. Elena posa les mains à plat sur les papiers. « Typique, » dit-elle amèrement. Kidnapper un enfant pour détourner l'attention du père, pendant que lui saccage sa propre entreprise. Et pour couronner le tout, il veut apparaître comme le héros qui retrouvera Sophie, lavant ainsi tout soupçon. Robert serra les poings. Il ne réussira pas. Pas tant que je respire. Elena hocha la tête. Alors il faut du solide, des preuves, pas seulement des soupçons. C'est ainsi qu'un trio improbable prit forme. Un homme d'affaires détruit mais déterminé, un garçon des rues invisible aux yeux du monde, et une avocate intrépide qui refusait de plier face aux puissants. Pendant ce temps, David poursuivait son plan. Il appelait Robert à intervalles réguliers, feignant la compassion, usant de cette voix chaude et sincère qui avait trompé tout le monde pendant 20 ans. « Robert, mon ami, disait-il, tu ne dois pas baisser les bras, Sophie a besoin de toi, on doit continuer à chercher. » Chaque mot résonnait comme un poison. Robert savait maintenant qu'au même moment, David organisait des rencontres discrètes dans des restaurants huppés, échangeant des enveloppes d'argent avec Harrison et Murphy, le policier corrompu. Marcus, fidèle à sa promesse, servait d'ombre. Il rapportait chaque lieu, chaque heure, chaque détail, parfois même des numéros de compte bancaires griffonnés à la hâte. Invisible aux criminels, il devenait les yeux et les oreilles de leur plan. Mais le coup de théâtre vint d'Elena. « J'ai trouvé », annonça-t-elle une nuit, un sourire glacé aux lèvres. Elle brandit des relevés bancaires. « Il a transféré l'argent de ton entreprise en utilisant son compte personnel comme relais. » Robert écarquilla les yeux. « Mais ça veut dire que... » « Ça veut dire, poursuivit Elena, qu'on a la preuve irréfutable de son vol. Pas une rumeur, pas une hypothèse, un document officiel que même les avocats les plus chers ne pourront contester. » Un silence lourd s'installa. Puis Robert inspira profondément. « Alors le moment est venu. On va non seulement sauver Sophie, on va les détruire, tous. » Le jour du rendez-vous approchait. Elena, Robert et Marcus avaient passé la nuit à peaufiner chaque détail. Rien ne devait être laissé au hasard, car si David Mitchell et ses complices s'étaient crus assez puissants pour agir dans l'ombre, ils allaient découvrir ce que signifiait être exposés à la lumière. « Mardi, 2 heures précises », expliqua Marcus en déposant un croquis du restaurant italien sur la table. « C'est là qu'ils se retrouvent. David, Harrison et Murphy. Ils croient que personne ne sait. » Robert hocha lentement la tête. Il n'était plus l'homme détruit des premiers jours. Ses traits portaient encore les stigmates de l'angoisse, mais derrière ses yeux brillait une détermination glacée. « Cette fois, dit-il d'une voix posée, ce ne sera pas eux qui contrôleront la partie, ce sera nous. » Le plan était simple et audacieux. 3 caméras dissimulées dans le restaurant, un micro placé dans la veste de Marcus qui se ferait passer pour un simple livreur. Elena, postée dans un van garé à 2 rues, suivait tout en direct, prête à alerter ses contacts du FBI et de la presse. Et surtout, une diffusion en temps réel, sur un compte anonyme, vers des centaines de milliers de spectateurs en ligne. Le matin du grand jour, la ville semblait étrangement silencieuse aux oreilles de Robert. Même le ciel était d'un gris lourd, comme s'il pressentait la tempête à venir.
À 14 heures pile, David entra dans le restaurant. Costume 3 pièces à $3000, sourire confiant, allure de vainqueur. À sa suite, le politicien Harrison et le policier Murphy s'installèrent à la table privée, déjà persuadés de célébrer leur triomphe. « Messieurs », lança David en levant son verre de champagneur de prix, « aujourd'hui, nous fêtons notre victoire totale. » À l'autre bout de la salle, Marcus, vêtu d'un simple blouson élimé, prenait place à une table discrète. Personne ne fit attention à lui. Il n'était qu'un gamin de plus dans la foule. Mais sous son manteau battait le cœur du piège. Un micro miniature retransmettant chaque mot. Elena, dans le van, écoutait avec intensité. Sa main tremblait légèrement sur le casque audio. « Ça y est », murmura-t-elle à Robert posté en retrait. « On les tient. » Les paroles de David résonnaient, arrogantes. « 50 000 pour toi, Harrison », dit-il en glissant une enveloppe au politicien. « 30 000 pour Murphy, pour avoir écarté l'enquête. Robert croit toujours qu'on cherche sa fille. Pathétique. » Marcus sentit une colère brûler dans sa poitrine. Il se leva et, d'une voix claire, s'adressa à eux. « Excusez-moi, messieurs. » 3 paires d'yeux se tournèrent vers lui, irrités. « T'es qui, gamin » aboya David. Marcus soutint son regard sans ciller. « Je suis celui qui a trouvé Sophie, celui qui a entendu chacune de vos conversations et celui qui est en train de les diffuser en direct devant des centaines de milliers de spectateurs en ligne. » Le sang quitta le visage de David. « Quoi ?» Alors Marcus fit un geste de la main, désignant la salle. « Voyez cette femme qui lit son journal au fond. C'est une journaliste d'investigation. Cet homme au bar, un procureur fédéral. Et les 3 personnes qui viennent d'entrer, ce sont des agents du FBI. » Un silence brutal tomba. Harrison tenta de se lever, mais ses jambes tremblaient trop. Murphy balbutia des excuses inaudibles. Et c'est alors que Robert apparut. Il s'avança lentement vers la table, accompagné d'Elena et de 2 agents fédéraux. Son visage était grave, mais ses yeux lançaient des éclairs. « Vous avez sous-estimé un père désespéré, » dit-il d'une voix glacée. « Vous avez sous-estimé une avocate déterminée, et surtout, vous avez sous-estimé un enfant que vous croyiez invisible. » David blêmit, tentant un dernier appel à la pitié. « Robert, écoute-moi. Je peux t'expliquer. Nous étions amis depuis 20 ans. » « Des amis ne kidnappent pas la fille de leurs amis, » répondit Robert avec un calme tranchant. « Des amis ne volent pas les entreprises de ceux qui leur font confiance. Et surtout, des amis n'infligent pas des cauchemars à une enfant de 9 ans pour de l'argent. » Elena posa un dossier sur la table, l'ouvrant avec précision. « David Mitchell, vous êtes officiellement inculpé pour enlèvement, extorsion, blanchiment d'argent, corruption de fonctionnaires et association de malfaiteurs. » Murphy tenta de protester. Harrison supplia pour sa carrière et sa famille. Mais déjà, les menottes claquaient, les caméras dissimulées projetaient la vérité au grand jour et les réseaux sociaux s'enflammaient. Hashtag Justice pour Sophie devenait viral en quelques minutes. Dehors, une foule commençait à se rassembler, applaudissant alors que les 3 hommes étaient emmenés, honteux, ruinés, détruits. L'image des menottes claquant sur les poignets de David Mitchell fit le tour du monde en quelques heures. En direct, des centaines de milliers d'internautes avaient assisté à la scène. Le soir même, ils étaient des millions à partager les vidéos, à commenter avec rage, à réclamer justice. Le hashtag « Justice pour Sophie » explosa sur toutes les plateformes, suivi par un autre, plus universel, hashtag « Ne sous-estime jamais ». L'arrogance de David avait volé en éclats. Son nom, autrefois synonyme de respect et de réussite, devint un synonyme de trahison, de cruauté et d'avidité. En moins de 2 heures, l'action de sa société avait perdu près de 40% de sa valeur. Sa femme publia un communiqué cinglant annonçant le divorce, ses enfants décidèrent d'abandonner son nom, et la presse décortiqua chaque recoin de sa vie avec une voracité impitoyable. Harrison, le politicien, connut la pire défaite électorale de l'histoire de son État. 82% de ses électeurs l'avaient rejeté. Murphy, le policier corrompu, fut radié de la fonction publique, condamné, puis relégué à servir des verres dans un bar miteux du Nevada. Mais pour Robert, la véritable victoire ne se mesurait pas dans la chute de ses ennemis. Elle résidait dans un instant bien plus intime, le sourire timide de Sophie lorsqu'elle rentra à la maison, libre. Le regard de gratitude de Marcus, qui découvrait ce que signifiait enfin avoir une famille. Et le soulagement profond de savoir que, malgré tout, l'amour avait survécu à la trahison. Le bureau de Anderson et Associates
donnait sur la skyline de Manhattan. Mais Robert ne voyait plus les gratte-ciel avec les mêmes yeux. Sa nouvelle entreprise n'était pas bâtie pour accumuler des millions, mais pour construire du sens. « Monsieur Robert !» s'exclama Marcus, en entrant, vêtu de l'uniforme impeccable de l'école préparatoire Saint-Andrew. « Les rateurs de la Fondation sont là. On a sorti 250 enfants de la rue ce trimestre. » La Fondation Marcus et Sophie, créée grâce aux fonds récupérés après la chute de David, avait devenu un modèle national. Des centaines d'enfants recevaient désormais une éducation, un foyer et un avenir. Sophie, elle, avait insisté. « Son nom doit aussi être sur la Fondation », avait-elle déclaré, « parce que c'est lui qui m'a sauvé en premier. » Elena, devenue associée de Robert et directrice juridique de la Fondation, entra en son tour, un sourire satisfait aux lèvres. « Bonne nouvelle! David a été condamné à 25 ans de prison, sans possibilité de libération anticipée. Harrison est fini politiquement, et Murphy, disons qu'il a appris que trahir la loi a toujours un prix. » Robert hocha la tête, mais ce n'était pas la vengeance qui lui réchauffait le cœur. C'était la certitude que, de la douleur, ils avaient bâti quelque chose de plus grand que la haine. Ce soir-là, autour de la table, Sophie jouait avec son collier papillon, celui qui avait tout déclenché. « Papa ?» demanda-t-elle soudain. « Est-ce que tu as pardonné à oncle David ?» Un silence tomba. Robert posa ses couverts, réfléchissant longuement. « Pardonner, ma chérie, ce n'est pas oublier. C'est refuser de laisser la colère guider nos vies. David a choisi la cruauté. Nous choisissons d'être meilleurs. » Marcus ajouta doucement. « Dans la rue, j'ai appris que la revanche, c'est vouloir faire souffrir. La justice, c'est empêcher qu'il puisse refaire du mal à d'autres. » Sophie sourit. « Et c'est aussi construire quelque chose de plus beau, n'est-ce pas ?» Robert les contempla, ému. Oui, c'était exactement ça. Leur famille n'était pas née du sang, mais du choix. Du courage de tenir bon et de transformer la douleur en force. À des centaines de kilomètres, dans une cellule étroite, David Mitchell fixait les murs gris. Ses biens avaient été saisis, sa réputation pulvérisée, sa famille détruite. Mais ce qui le hantait, ce n'était pas la prison. C'était de voir chaque jour les journaux parler du succès de Robert, de Marcus et de Sophie. Là où il lui avait voulu détruire, ils avaient bâti. Là où il lui avait trahi, ils avaient créé une nouvelle loyauté. Là où il lui avait choisi la haine, ils avaient choisi l'amour. Et cela, aucun mur de béton ne pourrait jamais lui enlever. Robert referma son ordinateur ce soir-là. Sur son bureau, un dessin coloré de Sophie représentait leur famille entière. Elle, lui, Marcus et même Elena. Marcus frappa doucement à la porte. « Bonne nuit, monsieur Robert. Vous pensez que tout ça n'aurait pas été arrivé si David n'avait été si avide ?» Robert resta pensif un instant. « Peut-être pas, Marcus. Parfois, les mauvaises personnes nous rendent le plus grand service sans le vouloir. Elles nous obligent à découvrir qui nous sommes vraiment. » Et c'est exactement ce qui s'était produit. David avait tenté de briser une famille. Il avait, malgré lui, forgé une communauté. Il avait voulu voler l'avenir d'un enfant. Il lui a offert un foyer. Il avait cherché à détruire un homme. Il avait révélé un héros. Le véritable triomphe n'était pas dans la ruine de David. Il était dans le rire retrouvé de Sophie, dans la nouvelle vie de Marcus, dans chaque enfant que la Fondation sauvait de la rue. Parce qu'au bout du compte, la meilleure revanche, ce n'est jamais de détruire ceux qui nous blessent. La meilleure revanche, c'est de bâtir quelque chose d'assez beau pour rendre leur malveillance insignifiante. Si cette histoire de courage, de trahison et de justice vous a bouleversé, abonnez-vous à la chaîne Derrière les apparences. Car ici, nous croyons que la vérité finit toujours par triompher, et que même les blessures les plus profondes peuvent devenir des fondations solides pour bâtir un avenir meilleur.